Of all the gender inequalities we experience in the world, the imbalance in women's access to fertile land remains arguably the most shocking. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour cette édition spéciale des Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. Nous sommes le 17 juin 2023 et nous souhaitons honorer la Journée mondiale de la désertification et de la sécheresse. Je m'appelle Agneta et je serai votre hôte au nom des Brahma Kumaris. La Grande Muraille Verte est un projet de réforestation, de guérison des terres, de paix, de restauration de l'eau et de lutte contre la pauvreté qui s'étend sur l'ensemble du continent africain, du Sénégal à l'ouest, à Djibouti à l'est, soit près de 8000 km. Conçu à l'origine pour contenir la croissance du désert du Sahara, il ne s'agit pas simplement d'un mur d'arbres, mais d'une mosaïque complexe de techniques indigènes d'utilisation des terres visant à restaurer les vies et les moyens de subsistance dans tout le Sahel. Les Brahma Kumaris souhaitent soutenir cette grande muraille verte en la faisant connaître à la communauté mondiale et en générant l'énergie positive, la créativité, la résilience et la paix. Tout ce qui est nécessaire au succès de la Grande Muraille Verte. Les Brahma Kumaris ont lancé l'initiative de méditation Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte en juin 2022, l'année dernière, dans le but d'offrir une perspective spirituelle à ce programme de l'Union africaine et de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification. Notre contribution est double. Nous souhaitons créer un espace intérieur pour ceux qui sont engagés dans le projet de la Grande Muraille Verte, où ils pourront se détendre, se ressourcer et se donner les moyens de faire face à tous les défis qui se présenteront à eux. Nous souhaitons également offrir de bonnes vibrations à la mère nature de la région du Sahel pour qu'elle se rétablisse et se régénère. L'un des plus grands obstacles au projet de la muraille verte est le conflit social. Nous avons entendu parler des jeunes hommes qui ont rejoint un groupe terroriste dans la région. Ces hommes n'ont pas rejoint les groupes par engagement idéologique particulier, mais parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres sources de revenus. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres moyens d'être utiles. La pauvreté, le chômage, le bouleversement des économies traditionnelles, la migration vers les villes, tout ceci contribue à un sentiment d'inutilité. C'est alors que les groupes terroristes s'engouffrent dans ce vide de sens et mettent ces personnes à contribution. Ces groupes violents constituent un obstacle de taille à l'écologisation et à la croissance de la région du Sahel. Un autre obstacle social est lié au rôle et à la position des femmes. Les femmes représentent près de la moitié des emplois agricoles dans le monde. Elles ont un intérêt vital dans la santé des terres et ce sont elles qui souffrent le plus de leur dégradation. Pourtant, les pratiques discriminatoires liées à la propriété foncière et à l'accès aux terres, à l'égalité de rémunération et la prise de décision les empêchent souvent de participer activement à la préservation de la santé des terres. Aujourd'hui, moins d'une propriétaire foncière sur 5 dans le monde est une femme. Cette année, la journée de la désertification et de la sécheresse a mis l'accent sur les droits fonciers des femmes. À l'occasion de cette journée, la Convention des Nations unies pour la désertification a lancé Sa Terre, une journée de sensibilisation du public visant à promouvoir des exemples réussis de contribution de femmes et de jeunes filles à la gestion durable des terres. Le 17 juin marque également une année d'épisodes mensuels des Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte, au cours
12 derniers mois, nous avons exploré et partagé 27 valeurs dans le contexte de la Grande Muraille Verte. J'aimerais maintenant les rappeler à tout le monde et je les mentionnerai donc une à une. Prenez une seconde et envoyez l'énergie de cette grande valeur dans la région du Sahel. Les valeurs donc sont les suivantes: la paix, la coopération, l'espoir, le respect, la responsabilité, la résilience, l'attention, le courage, la compassion, l'unité, la solidarité, la patience, la persévérance, l'appréciation, l'acceptation, la gratitude, la conscience, l'introspection, la foi, la détermination, la bienveillance, la simplicité, la miséricorde, la sagesse, l'encouragement et l'enthousiasme. Ne sont-elles pas merveilleuses? Aujourd'hui, nous sommes très heureux que vous soyez donc avec nous pour cette édition spéciale, car nous allons entendre l'histoire de deux femmes merveilleuses qui contribuent énormément à la régénération des terres et des communautés entières, qui sont une source d'inspiration pour de nombreux hommes et femmes. L'une est Elam Momoni, qui travaille sur les droits des femmes, le boisement et la régénération des terres. L'autre est Priyanka, qui travaille dans la région la plus sèche de l'Inde, la région de Kutch, qui ressemble beaucoup à de nombreux endroits du Sahel. Elle aimerait montrer comment nous pouvons transformer la spirale de l'érosion en spirale d'abondance grâce à notre amour, notre attention et nos vibrations positives. Nous vous invitons donc à ce moment de réflexion personnelle. Soyez avec nous et créons ensemble une communauté sahélienne belle, abondante et prospère. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir. Nous vous remercions. In every corner of the world, filling this gender gap remains an unfinished business. En tant que femme africaine, en tant que femme du Sahel, pour moi, nous devons inventer un rêve qui les inspire à provoquer un changement dans la région. Les femmes n'ont pas le droit d'accéder, d'utiliser ou de posséder les terres. Elles n'ont pas d'accès au crédit, elles n'ont pas l'équipement approprié pour transformer les produits dérivés des arbres qu'elles récoltent. La Grande Muraille Verte est un symbole, car elle apporte des réponses aux nombreux problèmes liés au changement climatique, l'éducation, migration forcée, mais aussi les conflits armés. Sur le terrain, les femmes sont à vrai dire les piliers de la Grande Muraille Verte. Tout le long de la Grande Muraille Verte, j'ai vu d'incroyables femmes inspirées, réalisant des travaux qui vont transformer leur communauté, leur pays, le continent. Ce qui me donne de l'espoir, ce sont les gens.
C'est vrai. Ils changent le visage de tous les projets. Les gens sont si résilients, si forts. Ils veulent changer les choses. Ils veulent prendre en main leur destin. Merci d'être avec nous, Ilham. Pouvez-vous me parler un peu du travail que vous faites dans le domaine des droits des femmes, de la régénération des terres, de la reforestation? Merci beaucoup, Dibi. C'est un privilège de participer à nouveau à ce processus. Effectivement, mon travail sur les droits des femmes, la terre et la reforestation rurale a commencé lorsque je grandissais à Wa, dans la région nord-ouest, où j'ai été témoin de l'exclusion de nombreuses femmes de terres agricoles fertiles, de l'injustice et de discrimination. C'est donc avec beaucoup de passion que jeune fille, j'ai décidé de faire quelque chose à ce sujet pour mettre en lumière ce problème, pour que nous puissions obtenir le soutien nécessaire pour y remédier. Avec ma famille, nous sommes donc arrivés à Accra en 1997. Je me suis inscrite à l'Institut of Journalism, où j'ai étudié les relations publiques et la publicité, avec les bases nécessaires pour mettre en lumière les problèmes des femmes et des filles dans la région nord-ouest, qui m'a permis donc de travailler comme journaliste en me concentrant principalement sur les questions relatives aux droits des femmes au Ghana. J'ai ensuite travaillé au Centre pour les connaissances indigènes et le développement organisationnel, où j'ai eu le privilège de travailler en partenariat avec l'Institut Kouadi, puis de soutenir et de mettre en œuvre le leadership des femmes pour l'autonomisation économique et la sécurité au Ghana, en particulier dans le nord du pays. J'ai également eu le privilège de travailler avec l'Association des agricultrices rurales du Ghana, le mouvement des veuves et des orphelins dans la région nord-ouest, ainsi qu'avec les femmes handicapées pour la poterie et l'art. Tout cela dans le but de soutenir la sécurité alimentaire des foyers dirigés par des femmes. Je me suis davantage concentrée sur les veuves, les agricultrices et les familles dirigées par des femmes, sur des questions telles que l'accès à des terres agricoles fertiles et sur la régénération des terres agricoles, le reboisement dans ces régions. Les travaux que nous avons réalisés ont porté beaucoup de fruits. Ainsi, grâce aux bénéfices, nous avons donc pu soutenir ces femmes par le biais de la recherche dans la plupart de la chaîne de valeur agricole. Nous avons surtout des cultures comme l'arachide, qui est considérée comme une culture respectueuse de l'égalité des sexes. Nous avons également de pois à vache et d'autres cultures que ces femmes ont pu cultiver. Elles ne se sont pas contentées de vendre tout cela au marché. Grâce au soutien du Centre pour les connaissances indigènes et le développement organisationnel de l'Institut Kouadi, elles ont pu ajouter de la valeur à la plupart des produits de la ferme. Grâce à cela, nous avons également négocié l'accès à la terre. Elles ont ainsi pu avoir accès à des terres agricoles et entreprendre de nombreuses activités agrospatiales sur leurs terres agricoles. Cela fait donc plus de 20 ans que je travaille sur les droits des femmes et que je fais progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne me suis donc pas arrêtée là, j'ai réalisé que cela pouvait aller plus loin. La politique est très importante. Je suis donc passée au niveau national pour pouvoir influencer les politiques relatives à l'accès des femmes à la terre, pour pouvoir influencer les politiques relatives à la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, aux urgences liées au genre et pour rejoindre le mouvement féministe afin de pouvoir plaider en faveur de l'accès des femmes à la terre. Quel serait un bon exemple de cas où leur vision du monde et le savoir-faire indigène qui se trouve dans chaque individu ont aidé à restaurer la terre? Y a-t-il une technique ou un ensemble de méthodes qu'elles ont décrites que vous avez pu mettre en pratique?
Je me souviens avoir grandi avec ma grand-mère dans la région nord-ouest, où elle était agricultrice. Bien sûr, elle pratiquait l'agriculture pour nourrir sa famille, car nous étions nombreux à grandir avec elle. Nous la suivions à la ferme et nous observions qu'elles avaient différentes cultures. Elle cultivait des pois, des poivrons, des tomates et du maïs. Elle avait aussi du niébé. Vous savez, en l'observant, cela n'avait aucun sens pour moi, jusqu'à ce que j'aille au collège, où l'on nous a enseigné les cultures mixtes et les cultures intercalaires, la conservation de l'eau et l'utilisation du fumier animal dans les pratiques agricoles. J'ai alors compris que ce que faisait ma grand-mère, c'est-à-dire les cultures intercalaires, les cultures mixtes et le pH autour des cultures, visait peut-être à conserver l'eau. Ainsi, les plantes qui avaient besoin de plus d'eau pouvaient en obtenir davantage. Pour moi, il s'agit donc de techniques indigènes que nous avons utilisées à maintes reprises. Mais encore une fois, parce qu'au fil des ans, la politique ne les a pas reconnues, ne les a pas donné de nom, nous les avons toujours ignorées. En travaillant avec l'Association des agricultrices rurales du Ghana et d'autres mouvements d'agriculture au Ghana, j'ai également remarqué que beaucoup d'entre eux appliquaient des pratiques similaires, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à conserver l'eau. Elles savent quelles sont les cultures qui ont besoin d'eau. Ils savent tous aussi que telles sont les cultures qui donnent de l'azote au sol. Il s'agit donc de pratiques indigènes que les agriculteurs utilisent depuis des années. Il est donc grand temps d'examiner comment nous pouvons combiner les connaissances locales en matière de pratiques agricoles et de conservation des semences, vis-à-vis de la manière conventionnelle de soutenir les agriculteurs. Nous en viendrons ainsi à un terme que nous utilisons souvent, celui de développement indigène, où nous cherchons à l'intérieur des systèmes de connaissances dont nous disposons, mais aussi à trouver des ressources externes appropriées en matière de connaissances, afin de pouvoir progresser dans ce domaine. Ainsi, au fil des ans, les femmes ont été reconnues pour être les gardiennes de nos pratiques agricoles indigènes. Elles les exposent toujours dans leurs fermes, mais aussi en termes de sélection et de conservation de semences. Vous savez qu'il y a actuellement des discussions sur les semences génétiques modifiées et tout le reste? C'est parce que nous n'avons pas beaucoup consulté les femmes de la région du Sahel afin d'apprendre d'elles. Ce que vous avez décrit me donne l'impression qu'il y a, en commençant par votre grand-mère, sa grand-mère et celle d'avant, des générations de femmes qui sont connues pour être des gardiennes de bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres. Elles sont là depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose que nous devons faire maintenant? Je vous entends dire qu'il faut qu'il y ait une voix à la table chaque fois que nous parlons d'alimentation et de gestion des terres. Y a-t-il quelque chose que vous pensez que nous devions faire, que nous pouvions faire, pour garantir que les droits des femmes, les connaissances qu'elles possèdent soient utilisées pour soutenir une gestion durable des terres et la sécurité alimentaire? Oui, il y a beaucoup de choses que nous devions faire maintenant. Par exemple, en ce qui concerne l'accès des femmes aux terres agricoles fertiles. Parce que c'est l'un de nos plaidoyers. Lorsque vous exercez une telle pression sur les chefs d'exploitation, les chefs des terres exploitées et les chefs de famille, ils allouent des terres non fertiles à ces femmes pour qu'elles puissent les cultiver. Et parfois, grâce aux techniques indigènes, elles transforment ces espaces en terres fertiles. Mais comme il n'y a pas de documentation, pas de termes, de référence, pas de contrat entre eux, lorsqu'ils voient que la terre devient un peu fertile, ils déplacent les femmes à nouveau vers une autre terre non fertile. Ce que nous avons fait avec le Centre pour les connaissances indigènes et le développement organisationnel était de développer un protocole bicontractuel d'accès à la terre dans les districts ruraux. Je pense que votre description de ce qui peut se produire et de ce qui s'est produit est magnifique. L'implication de tant d'organisations différentes à des niveaux différents.
la coopération internationale que vous avez eue, le fait de voir les politiques changer, le fait d'avoir la voix de l'expérience des femmes être prise en compte. Ce sont des choses qui demandent beaucoup d'énergie. Je voudrais maintenant évoquer l'idée que l'initiative des Gouttes de paix a apporté à l'initiative de la Grande Muraille Verte des Nations Unies. Il y a tant de personnes impliquées dans tant de projets, un peu comme vous le décriviez, qu'ils ont voulu créer un espace où les personnes qui font ce travail pourraient se ressourcer, s'arrêter un moment et peut-être se rafraîchir avec d'autres personnes qui font un travail similaire, peut-être par la réflexion, peut-être par la prière, peut-être par la méditation. Pensez-vous qu'il y a une place pour ce genre de choses dans ce type de travail? Si oui, pourquoi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr que oui. Nous avons besoin d'espaces tels que les Gouttes de paix, dont l'intérêt et le mandat sont clairement de créer un espace intérieur pour l'engagement. Et puis, pour moi, cela apportera de la diversité, cela favorisera l'inclusion, cela permettra l'intersectionnalité et cela fournira un espace mondial sûr pour que nous puissions tous nous élever sur un terrain commun. Vous parlez donc des femmes et des jeunes filles, du travail qu'elles doivent accomplir pour être intégrées dans les discussions et le fait de disposer d'un lieu sûr pour les aider. Je pense à la plus grande des femmes, notre mère, la Terre. Je pense à tous les incendies, à toutes les inondations et à tout ce qui s'est passé. Au Sahel, c'est la sécheresse. Alors, quand vous pensez à partager de bonnes vibrations avec d'autres pour soutenir la terre nourricière dans son rétablissement et sa régénération, pensez-vous que ce genre d'espace sécurisé et d'opportunités de se concentrer sur la terre nourricière sont utiles? Par exemple, dans le sud du Ghana, la terre nourricière s'appelle Asaïsi-Ya, ce qui signifie que la terre est une femelle. Pour les femmes, en raison de notre constitution biologique, il faut les traiter avec soin. Au fil des ans, je pense que nous avons été injustes envers notre mère, la terre. Nous ne l'avons pas traitée comme un être vivant. Nous nous contentions de marcher sur elle et nous prenons toutes sortes de décisions, en particulier avec les grandes entreprises multinationales qui viennent troubler sa paix. Par exemple, l'exploitation minière à grande échelle, l'exploitation minière illégale qui a lieu actuellement au Ghana, connue sous l'appellation de Galamsey. L'exploitation minière à grande échelle, les carrières, nous prenons toutes sortes de décisions en pensant simplement à nous, les humains, sans reconnaître que nous devons préserver notre mère la terre pour les 7 générations après nous qui nous succéderont. Je pense donc que l'action des Gouttes de paix est l'un des moyens de s'assurer que nous vivons par nous-mêmes, mais aussi pour les 7 générations qui nous suivront. Si nous ne traitons pas notre mère la terre, en fait, je pense que notre mère la terre est actuellement en colère contre nous tous. Commençons donc par le travail des Gouttes de paix pour nous assurer que nous sensibilisons nos communautés au fait que la terre soit vivante, est vivante. Et puis, elle est infinie, elle n'est pas une chose infinie. L'espace que nous avons n'est pas plus que l'espace que nous avons. Nous ne pouvons pas augmenter la superficie des terres dont nous disposons. Alors, comment pouvons-nous utiliser au mieux celles que nous avons pour qu'elles ne souffrent pas et que nous ne souffrions toutes plus en tant que femmes et ensuite en tant qu'êtres humains? Quand on pense à créer ce genre de monde où il n'y a plus de souffrance, il y a de l'harmonie. Il y a une façon de travailler ensemble. Toutes ces organisations, toutes les différentes familles, les clans qui doivent se rassembler pour s'unir. Et nous voulons créer un monde pacifique pour cette génération
et plus. Quelles sont les 2 ou 3 valeurs ou principes qui vous semblent importants à enseigner aux autres, à nos enfants, à travailler de cette manière? Quelles sont les valeurs ou les principes qui nous aideront? Pour moi, un monde magnifique est synonyme d'inclusion, de diversité, mais aussi d'attention portée à la manière dont nous utilisons les ressources naturelles, en particulier la terre. Une vie enrichissante et pour les générations à venir. Voilà donc les 3 éléments clés que j'aimerais voir apparaître. L'inclusivité, la diversité et l'intentionnalité dans l'utilisation de nos ressources. Merveilleux Elam, merci beaucoup pour cet entretien. Aujourd'hui, portons notre attention sur le cœur courageux des femmes du monde entier, mais en particulier des femmes de la région africaine du Sahel, qui travaillent sans relâche à la reconstruction des écosystèmes de cette région. Qu'elles aient la force de l'esprit et qu'elles soient déterminées à poursuivre leur vie. En ce moment même, où que vous soyez, concentrez-vous sur votre espace intérieur de tranquillité. Détournez votre attention des personnes dominantes et influentes qui vous empêchent d'exercer pleinement vos droits. Laissez derrière vous tout ce qui vous retient. Poursuivez votre chemin avec courage et détermination. Au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, chaque pas que vous faites est un pas vers le respect de soi et la tranquillité. Votre courage, votre confiance vous rendent plus fort à chaque instant. Ne voyez que le succès devant vous. Sachez que le succès est votre droit naturel. Chaque scène sur votre chemin vers le succès est vue à travers l'attitude de l'apprentissage. En négociant votre environnement, voyez la beauté en toute chose et en toute personne. Restez fidèle à vous-même, libre de poursuivre votre chemin vers la vérité et la droiture. Vous êtes fermement convaincu que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez influencer le changement dans votre environnement. Tenez bon dans votre courage et votre détermination, car les difficultés et les obstacles qui se présentent s'évanouissent aussi vite qu'ils sont apparus. Vous avez maintenant l'esprit clair et donc vos activités sont maintenant plus ciblées et le succès est garanti. Respirez profondément et préparez-vous à revenir où que vous soyez. Revenez avec le courage et la détermination.
réussir fermement ancré dans votre cœur. Om Shanti. Desertification and Drought Day, we are mobilizing the international community in support of women's land rights.
support of human rights, in support of more equality and more dignity in the world. Prenons quelques instants pour méditer sur le pouvoir de la paix. Respirez profondément et détendez-vous. Laissez les pensées de la journée ralentir et se mettre en veilleuse pendant un certain temps. Respirez. Considérez la paix non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose d'intérieur. Imaginez un espace, un lieu dans votre tête qui ressemble à un endroit ombragé, sous un manguier. Une simple chaise y est posée, vous invitant à venir vous asseoir un moment. Vous vous y installez confortablement et vous sentez tout doucement une brise fraîche souffler sur votre visage. La lumière du soleil s'infiltre dans l'endroit où vous êtes assis. Dans cet espace bien connu, c'est calme. Il n'y a personne d'autre et vous pouvez simplement être avec vous-même pendant quelques instants. Vous admirez la force et la vitalité de l'arbre et observez les nombreux fruits qui seront bientôt mûrs. Vous ressentez l'amour, la générosité dont l'arbre fait preuve en partageant librement ses fruits avec les autres. Vous reconnaissez la sagesse de l'arbre qui a vu passer de nombreuses années et la patience dont il a fait preuve pour absorber la bonne quantité d'eau, de soleil et de nutriments du sol. En cet instant, détendez-vous, soyez tranquille et en paix à l'ombre de l'arbre. Vous réalisez que vous êtes comme l'arbre. Vous êtes fort et plein de vitalité. Vous êtes sage et patient. Vous êtes aimant et généreux. Vous savez discerner la quantité à absorber pour grandir. Vous pouvez répondre aux besoins et coopérer avec les autres en partageant les fruits de votre travail et de vos actions. Et vous savez quand, comme en ce moment, vous pouvez vous retirer pour un temps et trouver la paix, se ressourcer. Vous êtes une âme paisible et puissante. Vous êtes une âme puissante
Et tandis que vous vous asseyez et absorbez cette énergie, vous savez que vous pouvez quitter le calme et la beauté de votre siège sous le manguier, car vous savez que vous pourriez y revenir à tout moment. Asseyez-vous et absorbez cette puissante énergie paisible. Quand vous serez prêt, vous revenez là où vous êtes maintenant. Revenez en sachant que vous avez la force et le pouvoir en vous pour contribuer à votre bien-être, à celui de votre famille, de votre communauté et à des initiatives plus vastes. Vous êtes une âme paisible, puissante, pacifique. Om Shanti. Nous vous remercions d'avoir passé votre précieux temps avec nous. Nous tenons à féliciter du fond du cœur tous ceux qui participent à cette grande muraille verte. Nous continuerons à contribuer en vous invitant chaque mois à des réflexions personnelles et à un partage de valeurs. Et si vous avez des idées, si vous souhaitez vous aussi contribuer, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Pour nous, le projet de la Grande Muraille Verte est une véritable merveille verte. Nous nous sentons honorés et humbles de pouvoir ajouter nos gouttes de paix au succès de ce projet. J'aimerais maintenant proposer que nous terminions par un moment de silence et qu'ensemble, ici et maintenant, nous envoyons nos gouttes de paix à chaque être humain, à chaque être vivant et à tous les éléments de la nature de la région du Sahel. Nous partageons notre respect, notre gratitude et nos vœux. Je vous remercie. J'aimerais maintenant partager mes bons vœux avec chacun d'entre vous et vous inviter à une prochaine session le mois prochain. D'ici là, je vous adresse mes meilleurs vœux de paix.